Et je vais tout de suite céder la parole à Rita, qui va animer la deuxième table ronde, qui est cette fois-ci centrée autour des témoignages et des réflexions des professionnels. Donc, Rita, je te laisse la parole pour animer cette table ronde. Merci François. Tout d'abord, je voulais remercier les participants de la première partie. C'était riche et passionnant. Et on va continuer sur notre lancée donc avec une deuxième partie qui soit faite de cas pratiques et de témoignages avec des acteurs qui alimentent et créent le débat. Donc on va commencer par le président des Amis de la Terre, Khaled Kedji, qui va nous parler des écrans publicitaires, des écrans publicitaires. Je suis en train d'essayer de me connecter. Je sais pas si... Alors, oui, connecté. Et voilà, bon, je vais déconnecter ici. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci déjà de m'avoir invité. J'ai une petite présentation. Je vais juste... Est-ce que Bernard, tu peux passer la main à Khaled pour qu'il puisse présenter? Normalement, oui, normalement, normalement, il peut. Oui, voilà. Je pense que vous le voyez. Voilà. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça l'a expliqué, donc, je suis président des Amis de la Terre, mais j'agis en pleine transparence. Je suis aussi donc, membre et salarié à l'association Résistance à l'agression publicitaire. Donc, il faut savoir que les Amis de la Terre, c'est une fédération. Donc, France, naturellement, dont certains membres sont présents ici, connaissent bien ce que c'est une fédération. Et dans une fédération, on a des groupes locaux et des groupes affiliés, parfois qui peuvent être sectoriels, thématiques. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter les Amis de la Terre France, parce que c'est quand même une association qui a plus de 50 ans, oui, et qui est assez connue. Et à ce titre, donc du coup, quand on m'a invité aujourd'hui, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un cas récent qui est le premier à titre personnel que je rencontre dans un cadre militant. Donc, je vais témoigner et expliciter des choses par rapport à un cas personnel avec une parole militante. Donc, il ne faut pas s'étonner si je suis assez subjectif par rapport à d'autres personnes qui sont plutôt chercheuses, chercheurs ici ou d'autres parties prenantes. Résistance à l'agression publicitaire, donc juste pour la mettre, donc c'est une association donc, qui est membre de la Fédération des Amis de la Terre France, qui existe depuis plus de 25 ans, qui aura 30 ans l'année prochaine, et qui a comme objet de lutter contre les effets négatifs de la publicité, des effets négatifs sur les citoyens et l'environnement. Et en gros, par rapport à ça, c'est une association qui fait beaucoup de mobilisation, des actions de plaidoyer, qui est une sorte de couteau suisse pour amener justement à résister sur ces questions-là. Et donc, à ce titre-là, aujourd'hui, on va parler des écrans numériques publicitaires. Je ne sais pas si dans l'écran, en fait, on dirait que ça n'apparaît pas quand j'enchaîne. Je vais juste remettre le bon... hop, je vais refaire un... Je ne sais pas si ça apparaît quand on... Pardon, j'ai un petit problème technique. Est-ce que mon partage d'écran marche bien? Je ne regarde pas le chat pour info, donc je ne saurais pas ce que vous racontez. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Voilà, c'est bon. Normalement, vous devez tout avoir là. Donc, à ce titre-là, je vais vous parler un peu de une des campagnes prioritaires de l'association Résistance à l'agression publicitaire, c'est de lutter contre les écrans numériques publicitaires, parce que quand on parle d'agression publicitaire, c'est le dispositif qui est le plus agressif, en tout cas aujourd'hui. Je viens de dire que c'est un peu comme les OGM pour l'agriculture, c'est une nouvelle technologie qui vient d'arriver et qui est reçue, en tout cas comme quelque chose d'assez agressif et qui en plus, au niveau de la consommation, représente quand même des choses assez nouvelles et assez fortes. Par rapport à ça, en fait, il faut savoir que venu d'un collectif qui s'appelle Plein la Vue, qui est aussi un collectif qui lutte contre le trop de publicité dans notre société, notamment par affichage publicitaire. Il y a eu une tribune en fait qui a été réalisée, qui a été publiée en février 2020, peu de temps avant les municipales, et qui a été signée donc par 160 personnalités.
Je l'ai mise là pour vous raconter un peu cette histoire, un peu du début à la fin, parce qu'il faut savoir que cette tribune a été signée par plusieurs personnes, et vous verrez en bas à droite, il y a une députée qui s'appelle Barbara Pompili, qui est devenue ministre de l'écologie, qui avait signé donc cette tribune qui demandait justement à arrêter en fait les écrans vidéo publicitaires que l'on voit un peu partout, et qui demandait justement qu'il y ait un encadrement, en tout cas une régulation, voire une interdiction de ces dispositifs-là. C'est important de noter que Barbara Pompili, du coup, qui est à l'origine, enfin, qui a en tout cas piloté la loi climat et résilience, donc, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, en gros, donc, à ce niveau-là, donc, cette loi, elle est issue, soi-disant, je dis bien soi-disant, sans filtre, des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. En fait, ce n'est pas vrai, hein, elle n'est pas du tout sans filtre, et surtout, elle ne représente pas du tout ce qui a été dit à ce niveau-là. Et il faut savoir que la Convention citoyenne pour le climat proposait notamment d'interdire les écrans numériques publicitaires dans tout l'espace public, et pas seulement les écrans numériques publicitaires, mais toute publicité, pour faire halte à la surconsommation, notamment à ce niveau-là. On en pense qu'on veut, mais en tout cas, c'était quand même quelque chose d'assez puissant à ce niveau-là. Et donc, dans la loi climat et résilience, il y a eu un article de loi qui répond en fait à une demande faite donc, par les personnes qui ont signé cette tribune, mais aussi par pas mal d'organisations. C'est qu'il faut savoir qu'en fait, les écrans numériques publicitaires, il y a une sorte de vide juridique au niveau du code de l'environnement qui fait qu'on peut réguler en fait les affiches publicitaires que vous voyez dans la rue, qui sont sur les murs, mais pas derrière les vitrines des commerçants. Or, depuis un certain nombre d'années, nous voyons fleurir ou pousser comme des champignons, vous pouvez le dire comme vous voulez, des écrans numériques publicitaires derrière les vitrines qui, du coup, sont visibles de l'espace public. Et parfois, en fait, on se demande si ce n'est pas limite comme quand vous les voyez, en fait, on ne fait plus trop la différence entre ce que c'est un écran publicitaire derrière une vitrine et un écran publicitaire, en fait, si c'était par affichage, par exemple, sur un mobilier urbain, parce qu'en fait, dans l'espace public, c'est visible de la même façon. Donc, en gros, la loi, en gros, climat et résilience proposait leur possible encadrement, donc, voire interdiction, dans les règlements locaux de publicité. Donc, c'est des documents d'urbanisme qui permettent de réguler la publicité par affichage, comme par exemple, à Paris, les écrans numériques publicitaires sont interdits dans l'espace public. C'est le règlement local de publicité de la ville de Paris qui le dit. Mais il n'est pas possible de réguler, en gros, les écrans publicitaires derrière les vitrines. Ce qui apparaît quand même assez épatant, parce que les espaces publics, ils sont très visibles de l'espace public. D'ailleurs, ils sont orientés vers ça. Et donc, voilà. Donc, la loi proposait ça. Et on a vu, en fait, par rapport à ça, en février dernier, pour être plus exact, un collectif qui est apparu. Nous, ça nous avait beaucoup étonné parce qu'on fait beaucoup de veille sur ces questions-là, qui s'appelle « Touche pas à ma vitrine ». Et ce collectif avait quand même, c'était assez épatant. Donc là, il y aura pas mal d'images hein, dans ma présentation, parce que les images parlent d'elles-mêmes, mais qui nous paraissait quand même assez étonnant qu'il y ait beaucoup de mobilisation des commerçants, alors que nous, quand on parle avec des commerçants, on a vu qu'il n'y avait pas quand même un consensus général sur les écrans numériques publicitaires, et qu'il n'y avait pas vraiment une organisation, on va dire, pour lutter sur ces questions-là comme une priorité absolue pour eux. Il y avait aussi une page Facebook qui a été réalisée avec des visuels quand même assez visibles, des arguments que nous on trouve assez démagos, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et on voit aussi, donc, et c'est là où ça nous a pas mal étonné aussi, des fédérations, donc des commerçants. Donc c'est un collectif qui se prend comme un collectif de commerçants à ce niveau-là, donc avec des témoignages. Bon, il n'y en a que 4 en fait sur leur site internet, mais en tout cas, et que des hommes. Donc du coup, ça paraît très véridique quand on le voit comme ça. Donc à ce niveau-là, c'était quand même assez étonnant de voir en fait quelque chose pousser de nulle part avec autant de puissance de communication, et ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Mais pourquoi pas? On peut se dire pourquoi pas, les commerçants, ils ne veulent pas trop qu'on touche à leur liberté. Il y a plusieurs arguments quand même, quand on voit par exemple le témoignage, enfin les phrases qui sont citées ici, pourquoi pas?
Mais ce qui nous apparaissait quand même assez étonnant, c'était le relais médiatique. C'est-à-dire qu'il y avait un relais médiatique tout de suite très très fort. Donc vous voyez tous les médias ils se revendiquent eux-mêmes en fait. C'est leur site internet, sur leur site internet, tout ça est assez visible. Donc c'était quand même assez puissant pour un collectif qui vient de naître. Moi, je n'ai jamais vu ça. Alors du coup, il faut savoir, je suis chargé de mobilisation à l'association Résistance à l'agression publicitaire. Donc je connais bien les questions de mobilisation citoyenne des collectifs quand même. C'était hautement organisé et surtout, on ne savait pas qui était derrière ce collectif. Donc, il y a écrit, je n'ai pas mis visuel, mais il y avait écrit qu'ils étaient soutenus par des fédérations de commerçants, etc. Mais on ne voyait pas qui était derrière ce collectif. Et bon, on n'était pas allé chercher beaucoup plus loin, mais je vais vous mettre aussi quelques autres visuels. Donc, ils ont quand même, par rapport à leur revue de presse, ce qui est intéressant là, c'est pas de voir quel média relaie, mais surtout les titres que vous voyez. Voilà, loi climat, les commerçants défendent les écrans numériques dans leurs vitrines, etc., etc. Donc, des médias aussi bien de droite et de gauche, j'ai envie de dire. Donc, du coup, c'est quelque chose qui quand même a été fortement relayé dans la presse. Les arguments aussi qui sont utilisés, une interdiction déguisée de nos écrans digitaux vitrines. Vous voyez le « no », c'est vraiment une affirmation en soi, comme si c'était des commerçants. Il parle en plus d'une interdiction déguisée. Alors, bon, elle n'est pas tellement déguisée que ça, parce que quand même, c'était clairement écrit dans l'article, enfin dans le projet de loi à la base, notre liberté de commercer, voilà, une atteinte à notre liberté de commercer. Donc, on voit vraiment là les techniques d'astroturfing, mais on peut toujours se dire là, pourquoi pas, des commerçants peuvent se mobiliser. C'est vrai qu'avec la période de la crise du Covid, ils ont été fortement touchés. On peut avoir un ras-le-bol quand même. Nous ne voulons pas tomber dans le complotisme, donc on ne s'est pas insurgé nous-mêmes en disant oui, il y a peut-être quelque chose qui est louche quand même là-dessus. Vous voyez aussi des porte-paroles. Donc là, on a une personne qui est le même porte-parole qui apparaît dans les médias, qui était fortement relié par Touche pas à ma vitrine, donc un commerçant de Lyon, donc une ville qui est détenue par des écologistes, donc c'est symboliquement très très fort. Donc voilà, on voit vraiment tout ce relais médiatique bien orchestré, parfaitement orchestré. Mais ce qui nous a mis le plus, alors du coup, il y a aussi, pardon, j'ai oublié ça, c'est quand même, là, parce qu'on parle d'astroturfing, la mobilisation des commerçants qui sont en colère et qui font donc ce qu'on appelle ici une tactique de mobilisation qui s'appelle la photopétition, donc de se prendre en photo publiquement et de montrer, nous-mêmes on l'a déjà utilisé hein, par rapport à la publicité, par rapport à d'autres actions citoyennes que l'on mène. Donc on est vraiment dans un schéma, un narratif qui est exactement celui de l'astroturfing et en soi. Donc voilà, le compte Insta, enfin, il n'y a eu qu'un relais sur Instagram, c'est cette personne qui l'a relayé, donc ils ne sont pas allés aussi loin que ça, mais en tout cas, ça existe aussi sur Instagram. Sur Twitter aussi, en soi, il faut savoir que leur page Facebook a aussi 2000 followers, ce qui pour une page récente est assez énorme. Et je ne vous parle même pas des commentaires des commerçants peut-être qui sont dessus. Alors, autre chose, bon, ça je vais le passer parce que c'était juste pour dire qu'il y a aussi des arguments de commerçants qui n'ont pas les mêmes paroles que ceux qui sont dans ce collectif. Le truc qui nous a mis le plus la puce à l'oreille, c'est les arguments de fond qui sont utilisés en fait par ce collectif, où en gros, pour faire vite, un argument de fond qui est apparu, c'est celui en gros celui d'une étude, d'une étude qui apparaît en fait dessus, qui sont les arguments en fait de ceux de l'industrie, donc de l'Union de la publicité extérieure, pour faire vite, où ils comparent, on va dire, la consommation énergétique donc du digital outdoor, en tout cas des panneaux numériques publicitaires, désolé pour l'acronyme que je n'ai pas bien repris, avec celui donc des publicités télévisuelles et digitales, donc numériques, Internet, etc. Alors qu'en fait, en réalité, comparaison, quand on compare une publicité par affichage avec d'autres technologies, les chiffres que nous, on a, donc du coup, en soi, c'est plutôt qu'il faut comparer un panneau publicitaire par rapport à un autre panneau publicitaire. Et que quand on prend un panneau publicitaire, c'est comme si vous compariez une voiture par rapport à un avion. Enfin, c'est quand même assez étonnant comme argument, et assez fallacieux du coup. Mais là, voilà, si on reprend un argument, par exemple, d'un panneau publicitaire qui est remplacé par un panneau numérique, on voit en fait qu'on consomme 7 fois plus, donc
pour les chiffres les plus sourcés qu'on a trouvés, c'est ceux de JC Deco. Donc voilà, en gros, là, on compare, on voit qu'il y a une augmentation de la consommation d'énergie, mais surtout, pour revenir à notre collectif Touche pas à ma vitrine, là, ce qui était étonnant, c'était qu'ils reprennent les mêmes arguments que l'Union de la publicité extérieure, qui est en fait un lobby de la publicité, mais pour le coup, qui n'est pas caché, puisque son nom est assez clair, et ça ne pose pas de souci qu'ils s'unissent à ce niveau-là. Alors, qui est derrière ce collectif? Alors, la révélation a été faite lors d'un débat sur Twitch, un débat qui est appelé Sans filtre, qui a été organisé par un collectif de députés de écologie et démocratie, si je ne me trompe pas pour le nom exactement, parce qu'il est quand même assez récent, et qui est pas mal mené par des personnes assez connues, Delphine Bateau, que vous voyez là, Mathieu Orphelin, et en gros, en fait, il y a une personne qui s'appelle Renaud Fossard, qui est aussi là, donc qui est le délégué général de communication et démocratie, une association naissante pour donc travailler sur les questions aussi de la communication et de la démocratie. Donc, on est en plein dedans dans le sujet. Et on voit que quand on est un peu expert, on va dire, de ces sujets-là, on sait que quand même, on vit sous roche. Et Renaud donc, dit dans les commentaires, il dit quand même ce collectif, là, touche pas à ma vitrine. C'est vraiment bizarre. Enfin, je ne me rappelle plus exactement du commentaire, peut-être que Renaud pourra réagir là-dessus. Mais en tout cas, il fait un commentaire pour dire quand même, c'est quand même pas normal ce truc. Bien sûr, nous qui sommes un peu experts du sujet, on le sait. Et il y a une personne qui fait une recherche sur Internet et pardon, je me suis un peu planté dans mes diapos. Pardon, il y a une personne donc, qui fait une recherche. On voit, voilà, on voit donc, le commentaire de Renaud qui dit bingo, où il y a une personne donc, qui a trouvé que c'était la société Phoenix, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a un site qui s'appelle Who Is, et on peut savoir qui, en gros, se cache derrière un site internet qui a déposé notamment le nom de domaine. Et là, on voit que c'est la société, donc tout en bas, vous voyez, c'est Phoenix Group. Et en gros, Phoenix Group, on les connaît bien. En gros, en fait, c'est une entreprise qui s'appelait un insert à l'époque. Donc, en fait, un insert, c'est en gros, comme vous le voyez à gauche, c'est des panneaux de pub qui sont illégaux. Donc, ça, il faut le savoir, c'est une entreprise qui surfe sur un business très illégal d'affichage urbain de proximité, comme ils le disent. Et en gros, c'est ce que vous voyez, c'est quand vous avez, par exemple, devant un bistrot, vous voyez en fait une enseigne ou une publicité dessus, où vous avez justement de la publicité en soi. Et donc, du coup, leur partie, on va dire, numérique, parce que c'est eux qui développent pas mal les publicités, par exemple, vous voyez sur les pharmacies, des choses comme ça, parce qu'ils ont beaucoup d'écrans numériques sur les pharmacies. À ce niveau-là, en fait, c'est eux, ils s'appellent Phoenix, et c'est la même société qui fait ça. Donc, nous, quand on a révélé ça, quand il y a eu cette révélation, est-ce que quelles sont les conséquences? Donc, j'ai entendu l'argument comme quoi, une fois que la strutturfing est révélée, ce n'est plus de la strutturfing. Alors, du coup, il y a quelques relais médias. Donc, il faut savoir qu'il y a eu, mais c'est que des médias que moi je considère assez alternatifs, qui n'ont pas une audience qui n'est pas la même que celle du Monde, Le Figaro, des choses comme ça. Donc, Les Jours, c'est un média alternatif sans publicité, Arrêt sur image, donc ça, qui sont plus des médias, on va dire, avec beaucoup plus de travail d'investigation. Et en plus, Arrêt sur image, c'est quand même un média spécialisé. Donc, on reste vraiment sur un élément en soi. Donc, quand on a aussi soulevé le lièvre, et là, je reprends, moi, en fait, j'ai été très étonné parce qu'il faut savoir que je me charge aussi de la communication à Résistance à l'agression publicitaire et des relations presse. Et quand j'ai vu l'article du Monde, j'ai été assez étonné. Donc là, je n'étais pas encore au courant de qui était, j'avais toujours mon hypothèse complotiste à l'époque, mais sans le dire, qui était derrière, en gros, ce collectif. Mais quand j'ai vu le relais médiatique, et quand on voit des médias avec lesquels on travaille régulièrement, enfin, quand on envoie des communiqués de presse, des associations, et qu'on n'a pas de relais, on est vraiment un peu dégoûté de voir un article qui reprend les arguments par rapport de ce collectif. Et là, j'avais donc tagué les journalistes avec lesquels on travaille régulièrement, qui sont en fait des journalistes du Monde, par exemple environnement, avec lesquels on travaille régulièrement. Et en fait, c'est une personne, donc Cécile Prudhomme du Monde Économie, qui avait relayé ça. Donc, ils avaient bien travaillé avec les journalistes économie. Et je leur dis, c'est quand même étonnant que vous prenez pas. Enfin, moi, je suis journaliste, je me dis, je fais de l'investigation.
je vais aller voir comment connaissant les paroles des uns et des autres, etc. Enfin, c'est le boulot d'un journaliste, en fait, en gros. Et en gros, pour moi, c'était vraiment un cas d'école pour Arrêt sur Image à l'époque, je les avais tagués. Donc, coup de bol, la journaliste m'a répondu. Et là, Renaud Fossard fait la révélation en direct, parce que les choses sont synchronisées, on va dire, à ce niveau-là, à une journée près, donc le 31 mars. Il fait la révélation en direct en disant « mais oui, mais regardez, enfin, c'est une entreprise de com, donc en gros, vous êtes fait complètement manipuler, quoi, enfin, en relayant en fait, finalement de l'astroturfing. » Donc, il y a plusieurs éléments et la personne nous répond gentiment que voilà, enfin, elle a fait juste que relayer une conférence de presse. Il n'y a pas vraiment sur la grogne des commerçants, mais à partir du moment où en plus, elle ne répond pas à l'argument de Renaud qui est de dire mais là en fait c'est pas vraiment des commerçants parce qu'il est quand même anguille sur roche. Et en soi, voilà, il n'a pas de mea culpa, il n'a pas eu d'article. On lui a dit qu'on était disponible pour lui répondre s'il y avait besoin, pour enquêter, etc. Il n'y a pas eu de répondant à ce niveau-là. Donc, la conséquence finale de tout ça, bah, c'est qu'en fait, pour nous, cette entreprise, ce collectif a bien marché. C'est-à-dire que à la base, il y avait une possibilité d'interdire les écrans publicitaires derrière, donc enseigne aussi derrière les vitrines, donc qui est ouverte en plus. Il faut voir un peu la loi, ce que c'est, les règlements locaux de publicité. C'est un document d'urbanisme qui est assez lourd. Il faut, on va dire, minimum 1 an et demi de concertation pour mettre ça en place. Il y a des dérogations qui font que les commerçants ont 6 ans, on va dire, pour se mettre en conformité. Donc, il y a quand même un délai assez énorme. D'ici 7 ans, on a déjà flingué la planète, mais c'est pas grave. Mais en gros, en fait, il y a quand même c'est pas si régulateur que ça. Et c'est normal que dans l'espace public, nous, on concepte, c'est normal qu'on ait le droit d'interdire certains dispositifs très agressifs. Au Sénat, donc avec une majorité républicaine, DLR, le Sénat a purement et simplement supprimé cet article de loi. Et après, quand il y a une commission mixte paritaire, le texte a été allégé, où il y a des prescriptions en matière d'horaire, d'extinction, ce qui était déjà en fait le cas de la loi, mais ce n'est pas grave, de surface, de consommation énergétique, de présence des nuisances lumineuses, et l'interdiction disparaît en fait, comme par magie à la fin. Donc pour nous, c'est une bataille qui a été perdue, et des années en gros de travail militant. Alors, on a des faibles moyens par rapport quand même à ceux qui ont des milliards. En gros, voilà, quelle serait la prochaine étape? Je mets ça juste pour rigoler parce que quand même les techniques d'influence de ces collectifs pour toucher et mobiliser un public cible sont assez impressionnantes. On connaît un peu la portée poujadiste de certains commerçants, on va dire, pour rigoler. Et donc, du coup, on parle d'une nouvelle taxe pour les commerçants. Voilà, c'est peut-être la prochaine étape qu'il y aura, peut-être pas. Voilà, merci. Merci Khaled pour ce cas pour moi d'école, effectivement, qui a limité la portée de la proposition et qui a atteint ses objectifs, in fine, bien que la technique ait été révélée au grand public. Donc, et du coup, comme Renaud a été, je ne sais pas s'il est parmi nous, a été interpellé plusieurs fois, je ne sais pas s'il veut prendre la parole puisqu'il était en première ligne aussi sur ce sujet-là pendant la loi climat et résilience. Renaud? Non. Bah, oui, merci. Peut-être Ah juste, si. Tu veux prendre la parole, Renaud? Est-ce que vous m'entendez? Bon, est-ce que sinon on va pas. Ah si, ça y est. Je te laisse la parole. Ah bah, très rapidement, parce que j'ai pas beaucoup à ajouter, c'était très complet. Simplement de dire que oui, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est, comme l'a expliqué Khaled, c'est le niveau d'organisation, l'impact. Je voyais mal les petits commerçants que je vois dans la ville d'origine de laquelle je suis s'organiser de manière interville au niveau national, avoir pondu des sites aussi rapidement. Et clairement, c'est des sites comme on les ferait nous en tant qu'ONG. On met en avant des messages clés qui sont à la fois grand public et très politiques. Enfin, c'était super bien fait. Et ça faisait un petit moment qu'on avait en tête une certaine intrigue. Et après, il y a eu ce réflexe de geek durant cette table ronde qu'on aurait pu avoir et qu'on aura à l'avenir, tout simplement, aller voir qui a réservé le nom de domaine. Et pour une agence, ceux qui sont derrière l'opération, quelque part, ils ont mal joué le coup, là, parce que savoir qui a accès au nom de domaine est quelque chose d'assez facile et je pense qu'ils ne referont pas l'erreur. Ça, c'est le premier élément. Et l'autre, c'est sur la réaction des journalistes.
bon, je pense qu'ils ont été pris un petit peu la main dans le panier et qu'ils ont réagi de manière corporate, de manière instantanée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un mea culpa publiquement sur Twitter. Je pense qu'ils n'étaient pas fiers d'eux, d'avoir effectivement été manipulés par une opération de com. Mais après, ça renvoie, durant le colloque STEAM qu'on a organisé en 2018, il y avait une table ronde sur ces enjeux-là de presse et de médias. Il y avait le directeur de l'agence Première Ligne qui qui produit les investigations de Cache Investigation. Il nous donnait le chiffre pour les États-Unis. Je ne sais pas il est en France, mais en gros, on a 7 fois plus de communicants que de journalistes. Et les journalistes, ils travaillent sous une grande pression. Bref, il y a un problème structurel dans le monde du journalisme pour la capacité de vérifier l'information. Aujourd'hui, croiser 2 sources, c'est peu à jour. Et donc, voilà, ils se sont fait prendre à leur propre piège, mais pour moi, ils sont en grande partie victimes, même si mea culpa aurait été bienvenue, ils sont en grande partie victimes et ça soulève un problème plus structurel. Merci. Merci Renaud. Du coup, on a un commentaire dans le chat. Lucille, est-ce que tu veux expliquer un petit peu c'est quoi la loi Brandolini? Oui, mais tout le monde la connaît. C'est qu'il faut beaucoup de temps pour faire du debunk et faire du fact-checking. Il y a beaucoup plus de temps que pour diffuser et créer des fake news. Qui plus est, là, vous n'avez pas juste un problème de temps de vérification, parce qu'on aime bien, hein, nous aussi, hein, les chercheurs, se mortifier en disant on aurait dû regarder en temps réel. Mais il y a aussi le fait que finalement, tout le monde s'en fout un peu hein, de la réalité. Le temps de l'actualité fait qu'on passe à autre chose et que c'est difficile de revenir et d'aller voir toutes les personnes qui ont été réceptives à cette campagne, c'est impossible. Oui, malveillance, négligence. C'est comme ça qu'on arrive à repérer. C'est-à-dire que parfois, on peut être aussi contacté par des gens dans les entreprises. Ça peut être des retraités, ça peut être des syndicalistes, ça peut être des gens qui s'estiment maltraités par l'entreprise. Comme moi, j'encadre des apprentis, souvent, ils se sentent maltraités. Donc, des fois, ils me lâchent des petites choses aussi sur ce qu'ils observent. Merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais de toute façon, on pourra revenir à la fin s'il y a d'autres questions. Et on va passer à l'intervention suivante avec Monsieur Nicolas van der Bist, qui est fondateur de l'agence, j'espère que je la prononce bien, Sapeur VDR, et chroniqueur sur les phénomènes d'influence. Et il va nous parler des informations, fake news et astroturfing. Je vous laisse la parole. Est-ce que Nicolas est là? Oui, il faut que je le branche. Je ne l'avais pas encore branché. Parfait. Hop. Donc, oui, excusez-moi, je disais que c'était un peu de fine-tuning parce que pour une fois, c'est un Bruxellois qui pourrait profiter de la webconférence, mais qui est à Paris. Hop. Parfait. Alors, pour une fois, je vais me faire un plaisir. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait ça sur des champs théoriques là-dessus, c'est que parmi toutes les positions que j'ai pu opérer en fait, sur ce sujet d'étude qui est l'astroturfing, qui est pour moi un phénomène qui me passionne, cette fois-ci, je serai une vision totalement biaisée, qui est juste un témoignage, qui est le mien, mon propre paire de lunettes et ma propre vision du sujet, sans aucune théorie ou autre. C'est juste mon pamphlet, en quelque sorte, là-dessus, sur un sujet qui me passionne très personnellement, parce que j'ai toujours été passionné d'acceptabilité sociétale à tous les niveaux, de se faire accepter comme organisation, de faire accepter des mesures politiques ou les champs de la communication de crise. Et pour moi, l'astroturfing est un mais de choix, puisque de formation plutôt scientifique en secondaire sur les bancs de l'école, j'adorais les variables dépendantes et indépendantes. Et en fait, ce qui est magique dans l'astroturfing, c'est que finalement, ça pourrait faire bouger la société, mais à partir de rien. Donc, j'estime qu'en fait, par l'astroturfing, on comprend la société. Et donc, c'est quelque chose qui me passionne. Et avec plusieurs angles, à la fois l'angle de chroniqueur où j'ai pas mal vogué dans les médias, j'ai parfois écrit aussi sur le sujet, l'angle un peu recherche, même si ce n'était pas mon sujet de thèse, l'angle d'ONG avec du coup une mission sur la désinformation, et puis l'angle d'entreprise qui doit ramener de l'argent pour faire vivre ses employés et l'entreprise.
Je cadre un peu quand même mon propos, je garde quand même des anciens réflexes. Pour moi, en fait, on vit à travers les réseaux sociaux, à travers une bataille de cadrage informationnel où chaque militant essaye d'interpréter le réel et la société par sa propre grille de lecture, avec une espèce de paire de lunettes qu'on essaye d'apposer à un fait, de dire non, tu regardes mal le fait, regarde là comme moi je le suis. Et c'est un peu cette paire de lunettes qui est la clé pour moi de l'astroturfing. Je parlerai de mes pérégrinations après comme consultant, enfin comme dirigeant d'entreprise et dans une agence où ce qui m'a fait remarquer les motivations des individus qui font ce genre de choses, c'est l'impression qu'en fait dans un débat public, leur paire de lunettes n'est pas présente et mériterait à l'être sans avoir la possibilité technique, opérationnelle de pouvoir le réaliser. Et donc c'est un peu cette cadrage informationnel où, même sur le Covid, j'ai pris 2 exemples là-dessus, on peut parfois avoir ses propres grilles de lecture. Voilà, on a tous des grilles de lecture qui viennent interférer en fait sur l'interprétation du réel. 2 exemples sur le Covid avec Monique Pinson-Charlot qui voit son sujet, c'est-à-dire la bourgeoisie, ou Yannick Jadot qui voit son sujet, c'est-à-dire les causes du changement climatique. Et avec les grilles de lecture qu'eux ont, en fait, c'est très explicable. Mais si on n'a pas la même paire de lunettes, c'est un peu plus compliqué, un peu plus étiré du cuir chevelu. Avec une vision finale qui est finalement de travailler sur ce qu'on appelle le bandwagon effect, c'est-à-dire l'effet d'entraînement dans lequel, dans une situation d'incertitude, vous avez tendance à suivre la majorité parce que vous pensez qu'elle est plus sage et qu'elle sait mieux que vous. Or, la plupart des sujets sur lesquels l'astroturfing opère sont des sujets complexes, sociétaux, où il n'y a pas de vrai ou de faux, et donc où la plupart des gens normaux, normalement constitués, qui veulent regarder la TV et TF1 le soir, n'en ont rien à foutre. Sur plein de sujets. Par exemple, moi, si on me demandait quelle est votre position sur le voile islamique, je n'ai pas de position. C'est dur à appréhender, mais je ne sais pas comment me positionner. J'ai à la fois des arguments que j'entends tels que la laïcité et des arguments de liberté et d'observation de la religion. Donc, je n'ai pas d'avis. Et dans une situation d'incertitude, en fait, du coup, comme je n'ai pas d'avis, je ne produis pas, puisque les réseaux sociaux et les médias sociaux, c'est une économie de production. Si on ne produit pas, ça n'existe pas. Et le web tout entier est comme ça. Pas de production, ça n'existe pas. Et c'est ce non-existant qui est interpellant à la fois pour la société, parce que j'estime que du coup, on la radicalise, parce qu'il n'y a plus que l'extrême et la radicalité qui est exprimée, et le fait que finalement, ça produit des effets. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que le fait que la radicalité s'exprime produit des effets auprès finalement de la neutralité, et on a l'impression qu'en fait les candidats à la présidentielle qui sont normaux sont mous, sont non intéressants, sont des bulbes qui n'ont pas de radicalité et qui sont donc non intéressants, et on va qualifier parfois leur débat de moyens, juste sur cet attribut-là. Avec aussi une bataille des chiffres qui s'est anglais, c'est un peu, et j'entendais qu'on parlait des étudiants qui faisaient des mémoires, c'est un peu la base de tout, hein. Ils ont beaucoup de followers. Des exemples ici dans le réel de « Hey mon Pierrot, je suis à 138, machin, etc. Voilà, j'ai plus de retweets que toi, j'ai plus de followers, donc j'ai plus d'importance. » Ou comment ça se fait qu'on ne parle pas de mon sujet, en fait? Moi, j'ai 10 000 retweets et toi, tu en as 2 et on parle de ton sujet. Et moi, j'en ai 10 000 et on ne parle pas. Regarde mon chiffre, il est beau, etc. Or, on ne comprend pas la production de ce réel quantitatif. Ça, c'est pour moi l'introduction du sujet et la société telle qu'elle est et dans lequel s'insère finalement ce phénomène d'astroturfing. Et moi, je m'intéresse dans mes exemples uniquement sur les cas numériques, même si j'ai croisé des cas dans la vie réelle dessus, mais ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas la chose où je m'estime le plus à l'aise pour parler. Un des produits en fait de l'astroturfing, donc le but sur du rien produire des choses, c'est aussi de produire de la fausse influence sous base d'indicateurs, de dire j'ai beaucoup de followers et donc il faut m'écouter. Un des premiers artifices qui arrive avec les réseaux sociaux et des réseaux asynchrones, donc Twitter et Instagram sont des réseaux asynchrones dans la mesure où je peux suivre quelqu'un sans que celui-ci me suive en retour, ce qui crée de facto un mécanisme d'influence de tu me suis, moi je n'ai pas envie de te suivre parce que tu es un moins que rien, moi je suis important et plein de choses, ce que tu dis n'est pas intéressant et autres, et donc créer de l'influence. Et donc des gens se disent je vais suivre beaucoup de personnes pour avoir beaucoup de followers et je serai influent, et ça a produit des effets, on a eu des vendeurs de rien. Et c'est ça qui est magique, c'est que les gens sont invités parce qu'ils ont des followers,
quand tout le monde, quand on discute d'eux, disent mais ils sont inintéressants, ils ne produisent rien, mais pour autant, en fait, l'influence produit l'influence qui produit l'influence, etc. Et donc, c'est un mécanisme complètement auto-centré. Il y a également les achats de fans, où là, par exemple, on a Fawzi Lamdaoui, qui est un ancien conseiller de François Hollande, qui a donc de l'influence de base, c'est un conseiller d'un président, qui pour autant achète des followers sur Twitter. Est-ce que du coup, il n'est pas influent dans la vie réelle et donc veut l'être dans le réel? Enfin, il y a un vrai mécanisme qui s'ancre où on cherche à produire des indicateurs sociaux. Xavier Couture, quand même président de Canal+ et autres, a fait la même chose. Il a fait du mass following et il a juste pour être bon élève, il a followé tout ce beau monde à la fin. C'est ce croisement des deux courbes, la courbe de following et la courbe de followers, où après un certain temps, il follow les gens. Voilà comment s'est construit Xavier Couture sur Twitter, qui en a gardé la traçabilité. Et c'est ça qui est intéressant, et on verra par rapport à l'astroturfing, c'est que très souvent, les acteurs qui analysent les phénomènes d'astroturfing regardent la situation finale, mais jamais la construction de l'astroturfing. Et cette construction et cette temporalité, cette propagation, elle amène en fait pas mal de compréhension du phénomène. Et moi, je trouve ça passionnant. D'autres choses, on a eu Havas qui voulait prouver que le Stade France intéressait beaucoup de monde. Et sur Facebook, en fait, ça intéressait surtout Dakar. Ils avaient acheté des faux fans. Il m'a été également donné l'occasion d'être traité d'espion français, ce qui est toujours une bizarrerie quand on est belge, surtout quand ils nous mettent des remontadas comme ils nous mettent à la Ligue des Nations au football. Ça fait très mal d'être traité de français. Mais Los Angeles avait triché pour les Jeux Olympiques et c'était un des arguments de campagne. Notre campagne, nos JO sont pour les jeunes et donc nous sommes des bons JO et donc on doit passer avant Paris. Et ils avaient triché allègrement. Et là aussi, c'est intéressant. Par qui j'ai eu l'information d'aller regarder ce qui s'y passait? Par les JO de Paris, qui m'ont dit « tu devrais aller voir, c'est quand même louche ». Je suis allé voir, et effectivement, il y avait des choses louches. Est-ce que je suis un membre moi-même de l'astroturfing qui est en cours là-dessus? Vaste question, je ne répondrai pas parce que je n'ai pas le temps. Autre chose, c'est le tronquage du réel et donc des indicateurs, c'est également les sondages qui ont pérégriné pas mal autour, avec un cas, et on parlait Canada, Filteris. J'étais éberlué d'être le seul chercheur, j'étais assistant, à prendre la parole sur tous ces médias qui reprenaient en fait Filteris en disant il ne s'est pas trompé sur le Brexit, donc forcément il a raison. Et je déconstruisais tout ça et je me faisais laminer. J'avais une petite citation de fin et donc j'ai repris mes mécanismes en fait de communicant et j'ai dit je vais plutôt que de démonter méthodologiquement ce qui est dit sur Filteris, je vais prendre le même biais qu'eux et donc de dire de fond des fast shocks. Et je disais, Filteris, c'est une arnaque, c'est de la charlatanerie industrielle. Et boum, premier article où j'ai fait ça en interview, j'étais en headline avec la code qui était mise et j'avais tous mes arguments qui étaient passés. Donc, c'est aussi ces mécanismes de trouver en fait ce qui plaît à une certaine communauté qui est important pour peser dans le débat public et donc de jouer avec les règles du jeu. Et là, je montrais l'exemple, le fait que sur les réseaux sociaux, finalement, on a une surproduction d'hommes, alors que dans la vie réelle, on a on a même plus de femmes que d'hommes. Et donc, quid de ce qui est produit socialement à partir du moment où ce qui est produit socialement ne représente pas la vie réelle? Est-ce aussi de l'astroturfing, puisqu'il feint des indicateurs? Et puis, un cas qui était un blogueur Alcance qui avait tronqué un sondage pour montrer à quel point il était facile de tronquer les sondages en ligne pour montrer que le réel avait ça et l'extrême droite le connaît très, très bien. Ce n'est pas nouveau. Dès les arrivées des réseaux sociaux, 2004, et là, c'est une petite... un petit ping à Thierry Libart, puisque c'est parmi ses livres, enfin non, parmi ses imprimeries de livres que j'ai trouvé ce truc-là, parmi 300 pages écrites et photocopiées qu'il m'avait donné, ce témoignage, les grandes entreprises doivent infiltrer les cybergroupes qui les concernent en utilisant des non traçables, fake noms. Donc dès 2004, même au moment des forums, cette question de l'astroturfing était déjà présente. Je l'ai croisé aussi avec des opérations d'influence de militants qui estiment qu'en fait, militer numériquement, c'est la même chose que dans la vie réelle. Si on milite avec sa propre voix, on n'est pas entendu. Si on milite avec un mégaphone, on est entendu plus loin. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser tous les artifices de mégaphone du web
pour se faire entendre, et donc d'avoir des études prêts à l'emploi et aucune culture numérique par les militants. Histoire que j'adore, que je montre à chaque fois dans les slides. Donc, ceux qui m'ont déjà vu, c'est la 4e fois, j'en suis désolé, mais j'adore cette histoire. C'est quelqu'un qui milite justement sur Pékin Express qui est fait en Birmanie, où il y a un massacre d'une ethnie musulmane minoritaire qui s'appelle les Rohingyas. Il trouve ça scandaleux, se mobilise numériquement pour lutter contre cela. Et j'interpelle un militant qui tweet en lui disant « Mais pourquoi tu tweets ? Tu as 0 followers et tu n'utilises pas d'hashtag. Mais combien de followers il faut avoir pour pouvoir tweeter ici, monsieur Van Der Beest, vous êtes sur vos grands chevaux et plein de choses. » Je dis, mais attends, moi, j'ai aucun souci. Je t'explique juste que là, tu n'as aucun followers. Personne ne te voit, personne ne t'entend, tu n'as pas de hashtag et plein de choses. Et donc, on interagit et on se rend compte qu'en fait, il n'a aucune culture de Twitter. On lui a juste dit, mec, sur Twitter, on a juste besoin d'être 800, tu seras écouté. Crée-toi un compte, tweet ça. Et lui, il obtempère, il est dans son militantisme, mais il n'a pas la culture numérique de ce qui est mis. On lui a dit, il faut faire quelque chose. Et donc, je trouve cet exemple savoureux. Cet exemple, justement, on arrive à voir à une époque assez grâle qu'il y a plein d'artifices et de faux. Là, c'est par exemple tous ceux qui avaient tweeté justement contre Pékin Express. On remarque qu'ils ont créé un compte Twitter, mais ne se suivent pas l'un l'autre. Sinon, ils auraient des liens l'un avec l'autre. La probabilité pour que quelqu'un qui milite sur un sujet bien précis, l'écologie, l'extrême droite ou autre, mais ne suit pas les autres qui sont dans la même chose, ne serait-ce que par un lien, c'est impossible. Et donc là, astroturfing pur et dur, c'était très facile à cette époque-là. C'était la belle époque, celle où je venais tourner la carto et je disais « c'est faux !» Et boum, c'était vrai. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Une vraie mobilisation qui était Pénélope Bagieux contre la pêche en eau profonde, c'est ça en fait. Avec à la fois un cœur de réseau, avec des médias qui sont importants et qui vont relier, et puis des espèces de communautés très excentrées, qui sont en fait des communautés qui sont glanées, voire qui sont très spécifiques. Là, c'était des communautés, par exemple, anglo-saxonnes, qui n'ont pas, du coup, les partages francophones avec le reste. Et la propre communauté de Pénélope Bagieux en rouge autour de la BD, donc des gens qui n'étaient pas, au départ, symboliser autre chose. Et c'est un peu ça aussi l'astroturfing, c'est gagner des territoires que l'on n'a pas par des artifices là-dessus. Ça va loin aussi dans les campagnes d'influence au niveau entreprise. 2 exemples très interpellants. Premier, c'est celui d'Aistrat, où il y a eu un procès, c'est une société d'influence qui, lors du rachat du Club Med, avait créé des faux profils au moment où il y avait des pure players, c'est-à-dire des médias qui n'existaient qu'en ligne, avec du coup des consultants autres qui étaient bénévoles, qui voulaient devenir influenceurs et qui donc écrivaient les choses. Ils avaient créé des fausses identités pour décrédibiliser un des acheteurs du Club Med. Et ça a été révélé par la suite avec l'adresse IP. J'avais entendu là aussi, il n'avait pas été malin. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois dans l'extrême droite ou dans les entreprises ou autres, les gens qui font ça ne sont pas toujours très malins. Le font parfois comme ça, et donc on arrive à trouver des choses complètement what the fuck. J'ai l'exemple comme ça d'un compte qui avait créé un faux compte de supporter d'Emmanuel Macron et qui tout d'un coup avait dit avant l'entre-deux tours « J'arrête Emmanuel Macron, j'ai compris, je vais chez Marine Le Pen ». Sauf que pendant 3 mois, il avait liké tous les tweets de Marine Le Pen. Et c'était accessible dessus. Pas malin, chopable, et c'est le jeu. Autre exemple beaucoup plus somptueux, c'est l'exemple de Voiceless Victim, fausse association, mais vraiment établie, vraiment créée, avec une page Wikipédia, avec des articles dans la presse. Tout ça a été faux. C'était sur la question des Qatar, de la construction des stades de Qatar à la Coupe du Monde. Et tout d'un coup, ils ont tenté d'hacker en fait Amnesty International. Et là, c'est la plus belle chose qui soit. Est-ce que c'est le Qatar qui voulait avoir des infos? Ils sont vraiment très nuls pour se faire choper. Ça existe. Je viens de dire que certains sont nuls. Ou en fait, c'est quelqu'un qui veut nuire au Qatar en disant qu'il tente de se mettre dessus. Personne ne sait. Nobody know you are a dog. C'est une des citations importantes sur Internet avec l'astroturfing. M'est arrivé aussi, dans mes champs et dans mes campagnes et dans mes analyses de crise, de voir des choses. Et la classique, c'est-à-dire la base de l'influence totale, c'est je crée un article bien informé dans un blog Mediapart et je le fais circuler. Là, encore une fois, pas toujours très malin, donc un blog Mediapart, très informé. Franchement, il y a des trucs, des analyses géopolitiques et économiques où ils savent qui détient les fonds de chez machin et on dit « wow, ça, c'est quand même très louche ». Puis on voit qui partage. Ah, ok, très bien, c'est partagé. Ah, c'est liké par tout Danone. Et effectivement, ça a été produit par Danone, mis par Danone, et on arrive même à le voir sur LinkedIn avec des employés de Danone qui le circulent. C'est une opération d'astroturfing pour faire exister un fait qui n'est pas assez visible à leurs yeux dans ce qui se déroule en fait autour de l'éviction d'Emmanuel Faber.
Durant la présidentielle, autre exemple, encore une fois, on crée des faux comptes ou des faux sites. Moi, j'avais l'exemple d'un faux site du soir que je montrerai par la suite. Là, il y avait un faux Mediapart. On crée du sock puppet, c'est-à-dire des fausses identités avec des fausses photos. Et en fait, on s'en fout parce qu'on envoie ça vers des vraies personnes qui n'aiment pas Emmanuel Macron, des supporters de Fillon, des journalistes et d'autres choses. Et on dit, tiens, c'est quand même bizarre, allez regarder. Et là, c'est là où la construction, mes 3 comptes qui ont créé ça au départ, ils sont là. Ils envoient ça à des supporters de Fillon. Petit à petit, ça circule. C'est même partagé par le faux site du soir. C'était un faux site, hein, le même site que le soir. Même le bouton Twitter était là. Et c'est repris par Marion Maréchal Le Pen. Grosse audience. Boum, explosion. Très rapidement, de l'autre côté, je vais avoir l'infirmation de la rumeur. Et en fait, on s'en fout, parce que d'un côté, il y a tous ceux qui ont partagé, mais qui n'ont pas vu l'information de la rumeur. Et de l'autre côté, il y avait tous des gens qui n'avaient jamais vu la rumeur en premier lieu, mais qui ont le fact-checking. Et donc, on arrive à créer, avec rien du tout, avec un petit ciseau et autres, en fait, une polémique dans laquelle on pense que c'est l'extrême droite qui a poché ça. Et en réalité, si on refait un peu les fils, on arrive à relier ça plutôt à l'Iran, et donc une opération géopolitique là autour, en se servant des comptes qui sont réels et qui sont du pays. Le bon contenu au bon endroit, même mécanisme qui était opéré par l'agence de troll de la Russie pendant l'élection présidentielle, de capture d'écran. On va mobiliser la communauté LGBT contre une église très orthodoxe, et puis on va dire, vous avez vu ces méchants LGBT qui se mobilisent contre votre église, etc. Et on crée des tensions avec rien du tout, 100 €, ça suffit. Après, ça partage tout seul de manière organique. 100 €, le bon contenu au bon endroit, et ça roule. Quelles sont les motivations? Celles que je suis arrivé à retracer en termes de motivation, avec ma casquette cette fois-ci d'entreprise, parce qu'il m'est déjà arrivé, en me passant un peu le nez, mais en étant présent et parce que c'est mon métier, je ne vais pas dire voilà, c'est pas bien, autre. Mon métier, c'est de conseiller, donc je conseille, de voir des gens qui discutaient de discussions d'astroturfing devant mes yeux, ou qui avaient des faux comptes et qui s'en servaient. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Premièrement, avant même de savoir qu'est-ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce qui était leur fondement philosophique et qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête au moment où ils le faisaient. Et ça, très souvent, vous n'avez pas accès en tant que chercheur à ces choses-là parce qu'ils ne vont jamais en interview vous le dire. Et moi, je suis là et je le vois. Premièrement, ils ont une très mauvaise connaissance sociologique des réseaux sociaux par le prisme qu'ils voient. C'est-à-dire que pour eux, quand ça passe à la TV, c'est d'importance et il y a des gens qui le voient. Et donc, ils estiment que si c'est sur Twitter, les gens le voient, mais ne déconstruisent pas en fait l'audience que ces contenus ont. Eux, ils ont un rapport qui prend un mot-clé de leur entreprise et on leur dit, voilà tout ce qui circule sur votre entreprise, comme si c'était une agora publique et tout le monde voyait ça. Et ils s'imaginent que telle chose, tout le monde le voit. Et donc, ils ont l'impression qu'eux aussi, s'ils créent un compte, on va le voir. Et donc, ils existent. Et donc, leur paire de lunettes existe. Et ce fondement-là, il est très, très important à comprendre pour appréhender pourquoi ils le font. Deuxième chose, c'est cette culture donc, du reporting quantitatif complètement tronqué. Si vous avez des faux followers, vous avez beaucoup d'impressions. Du coup, pour votre boss, vous avez l'impression que vous avez tempéré votre opération d'influence. Et donc, vous montrez des indicateurs qui sont complètement fallacieux et qui sont complètement faux, mais on s'en fout. Lui, il a les indicateurs. Pour lui, ça fonctionne. C'est les indicateurs qu'il voit toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Personne ne les remet en cause parce que tous les logiciels produisent ces indicateurs et ne sont jamais renégociés. Et donc, tout passe. Et toute l'échelle de l'économie du web est très, très bien avec ça. C'est là qui est intéressant. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a toujours quelqu'un qui est au-dessus de lui, avec quelqu'un qui lui dit « Est-ce que tu as réagi sur tel sujet ?» etc. Donc, il a intérêt à ce qu'on dise que ça a de l'importance. L'agence, elle doit correspondre et flatter son bon blé, c'est-à-dire son client, et elle-même produit des choses qui n'ont foutrement aucune influence, mais qui ne vont jamais dire que c'est ça parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire. Donc, ils ont intérêt. Et donc, toute la chaîne de production de valeur a intérêt à produire ce genre de choses. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, la culture du quantitatif tronqué, c'est d'importance. Ensuite, ils ont l'impression que du coup, l'influence fonctionne et que les produisent des effets. Et enfin, il y a une culture du silence dans les organisations qui font en sorte que l'entreprise elle-même n'est pas comme un citoyen. Le citoyen, lui, peut s'exprimer, il peut dire tout ce qu'il veut, tout et n'importe quoi. Il ne sera jamais accountable. C'est-à-dire, on ne va jamais lui demander quoi que ce soit, il peut faire tout ce qu'il veut. Quelqu'un dans une entreprise, il se trompe de virgule, il peut sauter et être viré, perdre son salaire et tutti quanti. Et donc là, il y a déjà
une désorganisation entre des citoyens qui, eux, sont royal au bar et qui ont une culture de la parole, et une entreprise qui a la culture du silence et qui a la culture du juridique. Vous avez toujours le juridique qui est à côté de vous, qui vous tient la main. Sans que le mec du juridique valide, ça part pas. Et donc, parfois, même, ça dure 5 heures, mais ça part pas. C'est pas grave. Juridiquement, il faut que ça tienne parce que c'est au moment du juridique qu'on tient les comptes. Et ça, c'est très important pour les entreprises dessus. Du point de vue du management, là où les citoyens sont seuls par rapport à leur cause, et finalement, une association comme Greenpeace va englober à la fois des radicaux, mais les gens normaux, et eux essayent de faire pot commun et de faire pare-choc. Dans une entreprise, vous décidez avec vos conseils juridiques, communication, mais aussi un CODIR, un COMEX, une cellule de crise soi-disant renouvelée, mais vous devez mettre 6 à 7 personnes d'accord pour un message. Bah, je vous assure que si tout le monde risque sa tête dessus, à la fin, ce qu'on en arrive, c'est on va quand même pas communiquer, c'est pas grave. Ou même, on va communiquer, mais on attend le juridique, on va faire des faits FAQ, on attend 6-7 heures, tout est mort, même les journalistes ne veulent plus entendre, et enfin, bon, c'est passé, hop, et on passe à autre chose. C'est du vécu, hein, je peux vous assurer. On chie un message après 6 heures, et ils disent, bah, il n'y a personne qui reprend. Oui, mais ils sont ailleurs, les gars, hein, ils ont autre chose à foutre, hein, les journalistes. Et donc, finalement, on va laisser ça de côté, hein, c'est pas grave. Hein. Et le truc, c'est que généralement, il faut quand même avouer quelque chose, il y a rarement de risque à ne pas communiquer. Voilà, ça passe crème en général. Il y a toujours quelqu'un à un moment qui est intelligent, qui fait ça par du lobbying, c'est-à-dire dans des couloirs, ou qui le fait de manière individuelle, qui a son propre truc, qui a sa propre agence avec sa cassette secrète sur le côté qui gère. Et à un moment, le truc est géré, on ne sait pas comment, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est la philosophie. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ça? Ensuite, quelles sont les motivations que les acteurs me disent? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Je lui dis, mais ça ne sert à rien. C'est pas éthique. Tu peux te faire choper, il y a plein de choses. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Et je prouve par A plus B, je dis c'est pas bien, plein de choses. Je fais mon rôle de conseil et j'estime que c'est quand même mon rôle aussi d'éthique de le dire, bah, le fais pas. Et les réponses qu'on me dit, bah, ça me défoule. À un moment, et je vous jure, c'est des verbatims, ces connards, ils peuvent tout dire et n'importe quoi, ils disent des énormités, ils connaissent rien du dossier. Ça me défoule d'aller les mettre dans les retranchements. Et donc, voilà, ils le font. Ils ont un compte complètement obscur qui s'appelle Jean Dupont. Et Jean Dupont, il tweet jamais rien, mais il répond. Et donc, il répond à des entreprises et ils vont à des associations ou autre chose et ils vont se défouler. Je ne peux pas laisser de tels mensonges. Il y a une culture de l'injustice. En fait, eux ne peuvent pas répondre. Ils estiment qu'il y a un mensonge et donc il y a un côté chevalier blanc qu'il n'y a pas de justice, quoi. Ce qu'eux ont à dire n'est pas entendu et une entreprise est mauvaise et donc ils estiment qu'il y a une injustice. Et enfin, personne ne nous défend, personne n'est là, donc il faut bien que quelqu'un le fasse là-dessus. C'est magique hein, parce qu'on dirait que c'est des pauvres petits choux. Hein. Je vous rassure, ce sont des grosses entreprises là-dessus, mais c'est vraiment ce sentiment qu'ils ont là-dessus. Et donc, au final, je résumerai par ça. Il y a la phrase « moins j'ai de culture, plus je l'étale ». Moins j'ai de connaissances qualitatives sur les données que j'ai, plus j'extrapole. C'est-à-dire je monte des courbes, j'ai un workload et j'en extrapole plein de choses. Je ne sais pas comment ça a été produit, mais je te dis que grâce à telle chose, on a une recrudescence qui a rebaissé, etc. Et je suis presque parfois… Il y a des gens qui font la littérature sur des données, mais qui n'analysent pas les données. Ensuite, les difficultés du terme. Donc, les difficultés en ce truc, c'est… quelle est la différence entre ce qui est mobilisé online et ce qui est mobilisé dans la vie réelle? C'est-à-dire, en quoi, finalement, un tweet par un kidam fantôme est différenciant, finalement, d'un micro-trottoir? C'est une vraie question. Il y a quand même… Moi, ce que je réponds, c'est qu'entre les réseaux sociaux, on produit. Les gens qui ont l'influence sont politiques et donc ont une vision derrière. Dans un micro-trottoir, vous êtes au milieu de nulle part, vous pouvez croiser qui vous voulez. Bon, il ne faut pas aller aux Champs-Élysées, c'est clair, sinon c'est une certaine vision. Mais vous allez à un endroit où il y a du brassage, vous aurez tout et n'importe quoi. Et de toute façon, après le micro-trottoir, le mec va vous agencer ça, il va vous mettre du positif, du négatif, d'une autre. Et au final, ça va passer. Ensuite, quid quand ce qui est produit n'est en réalité pas de l'astroturfing, mais quelqu'un qui a compris comment jouer les règles du jeu. Là, vous avez devant vous une cartographie d'islam hors d'Europe, un hashtag durant les attentats terroristes à Paris, où la communauté bleue, et là, c'est des interactions, ce sont l'extrême droite, donc ils étaient peanuts, et tout le reste sont des gens qui disent « mais c'est pas la France, vive la France dans sa multiculturalité, etc. » Mais tous ces mecs tweetent « islam hors d'Europe ».
et donc produisent en fait ce que l'extrême droite veut. Et ils ont très bien compris qu'ils ont juste besoin d'être très actifs, très rapidement, être en trending topic pendant 40 minutes, et il suffit de 200 gugus pour le faire, et ça produit à la fin des gens qui viennent s'insérer sur l'hashtag et le reprennent. La preuve, c'est un espèce de paradoxe réactionnel où je vise une communauté qui va produire elle-même le message, mais ce n'est même pas moi. Je sais que c'est une réaction épidermique et c'est la technique Zemmour. Au final, je pose mon agenda setting dessus, des gens crient dessus, au final, on en fait un débat et il y a du pour et du contre et les journalistes ont l'impression de faire leur boulot puisqu'il y a du pour et du contre. Mais au final, on parle d'un sujet et c'est Zemmour, Martine à la plage, l'immigration et plein d'autres choses. Et ça, c'est du Trump, quoi. Qu'importe ce que je dis, du moment qu'on parle de mes sujets, amen, ça produit quelque chose. L'astroturfing, c'est du rien, mais ça produit quelque chose. Mais est-ce que c'est de l'astroturfing à partir du moment où c'est des gens qui ont compris les règles du jeu? Et là, petite camembert, j'avais classé tous les tweets en positif, négatif à la main. Beaucoup, j'avais le temps. 99% positif sur Islam hors d'Europe. Vous voyez. Le rien devient majorité aussi. Ça, c'est la courbe de balance ton port sur le premier jour, les premières 24 heures. 1944 acteurs. C'est 1944 acteurs qui ont écrit le début de toute la séquence médiatique de balance ton port. Est-ce que c'est de l'astroturfing? Bah, ça a quand même produit après des effets. On en a eu plus d'1 million après. On a quand même vu des séquences médiatiques, on a eu des procès, on a eu un phénomène de société. Mais il a été annoncé par 1000 personnes au départ qui ont bougé. Bah, j'estime qu'en fait, on essaye d'allumer des allumettes et la société est prête ou pas prête. Et l'astroturfing, c'est un peu ça finalement. Je crée une allumette et je vois si la société prend ou ne prend pas. Et des exemples dans le réel sur ce qu'évolue l'astroturfing, c'est-à-dire, moi, j'utilisais ce terme en 2016-2015, j'étais un ovni, je mettais des cartons dans Mediapart, dans le Obs et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, en fait, c'est repris par des acteurs, et par exemple la mairie de Paris, où ils n'ont aucune connaissance, en fait, ils regardent juste un algorithme dessus sur les top auteurs, c'est la dernière slide. Et au final, en réalité, avant on disait vous faites de la propagande, maintenant c'est vous faites de l'astroturfing. Parce qu'en réalité, c'est l'opposition politique, mais l'opposition politique existe, a une tendance dans le réel, il y a des gens qui votent pour, et donc c'est fait partie du sociétal là-dessus. Donc, conclusion, j'ai quand même l'impression qu'au final, tout est astroturfing, et qu'après, ce qui distingue le bon chasseur du mauvais chasseur, le bon du mauvais astroturfing, c'est le critère technique. Si je crée quelque chose complètement faux, que je mobilise des artifices techniques, pour moi, c'est du faux total et c'est presque de l'illégalité. Si c'est du social, ou typiquement le cas des commerçants, je regardais un peu le compte Twitter, mais il est quand même suivi par toutes les fédérations du commerce. Donc, c'est que quand même, ils s'y retrouvent. Donc, est-ce que c'est de l'astroturfing? C'est juste de dire, les gars, vous n'êtes pas actifs, vous ne produisez pas, c'est devant vos yeux, mobilisez-vous. C'est des techniques aussi d'environnement et d'ONG. Et des frontières finalement compliquées. Pourquoi? Inculture numérique. Journalistes pas assez formés, ils n'y connaissent rien. Que dalle. Les citoyens ne sont pas assez formés à évaluer l'information, à appréhender les techniques, à savoir quand ils sont dupés. Et enfin, les dirigeants sont totalement incultes des réseaux sociaux. Et quand je dis dirigeants, c'est à la fois d'entreprise et de la politique. Parce que je peux parfois voir dans des cabinets politiques, franchement, on est presque mieux dans les entreprises tellement c'est n'importe quoi. Des gens qui demandent des notes politiques sur base des réseaux sociaux, sur des sujets totalement connexes. Ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Merci Nicolas. C'était très riche. Par contre, j'éteins le micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas? On a un petit peu pris de retard et on a encore une intervention. Ce que je propose, c'est qu'on passe tout de suite à la prochaine intervention. Et... Il y a une question. Il y a une question? Il y avait Camille qui a levé la main. Camille, je te laisse la parole du coup. Excuse-moi. Oui, j'ai cru qu'Elisabeth aussi avait levé la main, peut-être avant moi. Je vois où ça? Non, j'applaudissais. Non, mais c'est juste une question rapide. Merci Nicolas pour la présentation. Et puis je sais que tu n'auras pas forcément une réponse. J'attends pas des noms, mais vu que tu travailles quand même, tu es très visible sur ces sujets-là depuis pas mal d'années, etc. Tu as des clients ou des clientes qui viennent te voir en te demandant explicitement de déployer ce genre, en tout cas, peut-être pas avec les termes, mais d'avoir recours à ces répertoires d'action
Première question, ou inversement, est-ce que tu vois des clients qui viennent te voir avec c'est par rapport au projet que je montrais avant, mais avec une forme de parano sur, mais est-ce que là, en fait, ce qui serait une mobilisation parce qu'on a un produit qui est mauvais, enfin peu importe, c'est pas manipulé. Est-ce que toi, en tant que chef d'entreprise, tu as ce genre de cas, en fait, qui viennent, éventuellement, comment tu les gères, tenter que tu les gères? J'allume mon micro. C'est là où tu es très intéressé, Camille. Et tu vois qu'avec des casquettes un peu différentes, on arrive à voir pas mal de choses. Oui, évidemment, à partir du moment, avec toute la littérature que j'ai produite, les analyses, tous les pièges que j'ai pu déceler à gauche, à droite et des gros cas, j'ai eu des demandes à partir du moment où j'étais passé dans le privé. C'est des discussions que j'ai souvent aussi avec mes employés. Moi, je me refuse à travailler pour aucune entreprise. Donc, j'estime que toute entreprise a des critères d'acceptabilité sociétale et sont intéressantes à travailler. Par contre, je me refuse catégoriquement à déployer des techniques, des manipulations ou d'autres choses qui sont, à mon regard, non éthiques. Alors, qu'est-ce que l'éthique? Enfin, c'est large. Au final, c'est une jurisprudence, c'est-à-dire que j'estime que à la fois, moi, j'ai une vision très claire de ce que je veux ou ne peux pas faire. L'astroturfing en est clairement une. Des campagnes de Black Ops, tel qu'on le définit, est une frontière totale. Et à chaque fois qu'on a des choses où je me pose la question, je réunis juste les équipes et on en discute pour créer une espèce de jurisprudence à l'intérieur de l'agence pour que chacun soit dépositaire de ce qu'on fait ou ne pas fait. Parce que j'avais une entreprise de 3 personnes, aujourd'hui on est 26 ou 27, et donc je ne peux pas être partout. Donc les gens doivent être eux-mêmes dépositaires en fait, de ce qui est donné. Donc oui, on m'a demandé des choses, j'ai toujours refusé. Et de l'autre côté, sur le côté parano, oui, on m'a demandé des choses. Par exemple, une des études qu'on a faites sur le site qui était le glyphosate, c'était plutôt du côté environnemental. On m'a demandé, est-ce qu'il y a moyen de prouver que l'agribashing est un terme qui vient des entreprises phytosanitaires? Et les réponses ont déplu parce qu'on n'arrive pas en fait, à prouver, on arrive juste à montrer la construction et que cette construction se base sur des agriculteurs qui sont des vraies personnes et qui sont représentés après par des gens qui, à un moment, sont à la FNSEA, il faut voter, il y a plein d'artifices. Et donc, c'est dans le réel. Donc, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais il y a quelque chose qu'on n'aurait pas du tout imaginé, je pense que tu ne dirais pas, du coup, c'est intéressant, c'est qu'en réalité, les pratiques d'astroturfing, pour nous, sont des mines d'informations, mais magnifiques. Je te donne l'exemple là que je donnais avec Danone. Une entreprise qui fait ça et qui te met un blog extrêmement bien renseigné et autres, à partir du moment où tu sais que c'est piloté, ça veut dire qu'en fait, tu sais ce que cet acteur-là dit dans des endroits où tu n'es pas présent. Dans des cabinets ministériels, dans d'autres types de choses. Et que donc, en fait, cet astroturfing produit de l'information, de l'intelligence économique qui est mobilisable. Et ça, évidemment, à plein tube pendant les crises, on le fait. Et nos clients aiment bien ce genre de choses. Et il suffit juste de catégoriser un comportement d'astroturfing pour le relier à quelque chose et en découvrir des insights ou d'autres types d'éléments. Le cas d'un blog Mediapart qui vient de nulle part et on se dit putain, il est super bien informé, ça c'était l'agence. Et vraiment, hein, on est capable de dire ça c'était l'agence, je la connais, je l'ai déjà vu, c'est un tel. Comment est-ce qu'on sait? En fait, une fois un acteur, on savait que tel contrat était pour tel acteur parce qu'on le connaît, on l'a vu, c'est parfois des partenaires ou d'autres choses. Et donc, on se doute que c'est une pratique qui est monnaie courante à tel endroit. Et d'autres types de choses qui sont intéressantes, c'est par exemple, on voit qu'une DIRCOM de quelqu'un qui est dans notre champ, donc dans le même champ, vient de suivre un journaliste. On sait qu'il vient de l'avoir au téléphone, donc on sait qu'il y a un article qui est en cours parce qu'il ne parle que de ça en ce moment, et que donc, en fait, il faut peut-être passer un coup de fil à la journaliste en question pour au moins être dans l'article. Donc voilà, j'espère que c'était complet et que ça te donne plus, sans langue de bois, aucune. On a une question. Parce que moi, je n'ai pas les mains levées. Hein. J'ai juste une question dans le Supermetrics. Peut-être que Nicolas pourrait y répondre directement dans le chat. D'accord. On passe la parole à justement Stéphane. Ok. Donc la parole à Stéphane.
Merci. Et merci. Billet. Ah oui, Stéphane Billet, pardon. Je pensais que c'était quelqu'un qui intervenait. Oui, Non, bonjour. Bonjour. Du coup, oui, alors merci d'être resté avec nous. On a un petit peu de retard, mais vous avez bien fait parce qu'on va terminer en beauté avec Stéphane Billet, vice-président de l'agence WeChange, ex-président du syndicat français des relations publiques et professeur associé au CELSA. Et on va parler de Black PR, le regard des professionnels des relations publiques. À vous. Merci. En fait, bonjour à toutes et toutes. Moi, j'aimerais vous remercier de m'accueillir dans un séminaire qui s'intéresse à des sujets aussi peu glorieux, si je puis dire, du point de vue des RP, puisque c'est la face sombre de la pratique. On a toujours besoin de redorer un peu l'image des RP. Je m'y emploie depuis quelques dizaines d'années et toute la profession, non seulement en France, mais dans le monde, en fait autant. Entre la vision un petit peu futile d'une activité qui consisterait à boire du champagne et à manger des petits fours, jusqu'à l'astroturfing qui effectivement nous emmène vers la manipulation des masses. On est là un peu au milieu et on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à dire précisément ce que sont les relations publiques, en quoi elles sont utiles non seulement aux clients qui nous emploient, aux employeurs qui utilisent des collaborateurs qui ont cette compétence de penser, de mettre en œuvre et de gérer dans le temps des relations publiques. Et donc, on est effectivement toujours un peu tiraillé. Bien sûr que les stratégies d'engagement digital et les stratégies de déstabilisation prennent de plus en plus d'importance. Cette industrie du mensonge, telle que certains la décrivent, c'est pas nouveau, et c'est vrai que c'est dark PR, c'est black PR, c'est relations publiques négatives, ça existe et ça fait partie de l'activité, mais c'est très marginal, même si effectivement on vient d'avoir une démonstration de l'importance que ça prend. J'ai tendance à dire que de la même manière que la propagande n'était pas l'avenir des relations publiques, l'astroturfing n'est pas l'avenir des relations publiques. Et moi, si je puis dire, et peut-être pour terminer cette journée, ce que j'aimerais, c'est au risque de paraître naïf, c'est essayer de dire que ce n'est pas là que nous nous situons, que la profession se situe, parce que c'est vrai que déstabiliser l'opinion, c'est notre métier, qu'on peut peut-être même dire d'une manière provocante que si ce n'était pas connoté si péjorativement, ce serait presque une bonne chose de dire que les relations publiques servent à déstabiliser l'opinion. C'est faire œuvre utile que de mobiliser des arguments qui vont participer à faire bouger l'opinion, à mettre en place des dispositifs qui vont permettre de faire bouger la société, de la mettre en mouvement, que ce déséquilibre, c'est finalement la condition du mouvement et que c'est mieux que le blocage ou l'immobilisme. Mais pour revenir au sujet, dénigrer un concurrent, créer le doute, manipuler les masses, c'est certainement pas la pratique qui a le plus cours dans la profession. Faire l'agenda, créer des phénomènes, lancer des tendances, oui, c'est ce qu'on fait et il n'y a pas de doute avec ça, mais influencer l'espace public de manière aussi perverse et manipulatrice, c'est clairement pas ce que nous voulons. Moi, j'enseigne ça au CELSA, à faire bouger les lignes, à faire l'agenda, à mettre en place des manifestations qui permettent en effet de modifier l'espace public. J'incite mes étudiants à lire Propaganda de Bernays et on assume son héritage. D'ailleurs, on peut se demander quelle pratique il aurait aujourd'hui des réseaux sociaux et du web social, ce bon Bernays, si on lui donnait les moyens de revenir parmi nous. La contrefaçon, ça fait partie de ce qu'on fait, c'est vrai, mais bon, ces médias numériques qui nous sont proposés doivent nous servir et le plus souvent nous servent à développer une influence qui est inscrite dans le champ de l'éthique.
cette immensité de la toile, on essaye de l'occuper de la manière la plus éthique, de faire en sorte que nos travaux en tant que profession et avec les géants du web soient le plus constructif possible. Je pense qu'on est dans un moment où effectivement c'est très déstabilisé, ou en tout cas pas encore stabilisé, et donc la menace de déstabilisation, elle est très forte, c'est vrai. Enfin, je pense qu'en effet, on est conscient que les réseaux sociaux ne peuvent pas gérer toute cette pression qui est mise, ne peuvent pas supprimer tous les comptes faux, bien qu'ils en suppriment, ne peuvent même pas bloquer les groupes, et que des officines se développent effectivement sur ce marché de la désinformation. J'emploie le mot officine parce que même si certains de mes confrères, peut-être membres du syndicat, du Conseil en relations publiques pratique ça, et je ne le sais pas, mais je peux l'admettre peut-être en partie. En tout cas, je n'ai pas les moyens de le dire. Je pense que ce n'est pas une pratique courante. On est très en retard, ça c'est vrai, sur la compréhension et la prise de mesure du phénomène de l'astroturfing et grosso modo des méthodes de manipulation de l'influence sur le web. Moi, je suis passé, c'est vrai, de l'ignorance au déni. Je ne suis pas sûr d'être encore complètement sorti du déni, et ça, c'est peut-être un point de discussion. Peut-être que la profession, effectivement, aujourd'hui, est encore un peu dans ce déni. C'est vrai que dans cette société Netflixisée, on a tendance à aller vers une communication qui va de rebondissement en rebondissement, de clash en clash, finalement d'une approche où la vérité des faits a moins d'importance que les faits vont produire. On peut se poser la question de ça, mais clairement, je ne pense pas que les professionnels des relations publiques, tels que j'ai envie de les incarner aujourd'hui face à vous, en soient la cause. On peut aller vers une toxicité de la pratique, c'est vrai. On sait que la propagande et la manipulation ne sont jamais très loin, mais encore une fois, le regard que nous portons sur les Black PR est très sévère. On a à cœur de faire le tri, et la grande majorité des praticiens se gardent d'aller trop loin là-dedans, parce qu'on sait que ça va se retourner contre nous à un moment ou à un autre. Alors, les erreurs, les errances, les déviances sont possibles, et dans ma vie de professionnel des relations publiques, j'ai moi-même porté les couleurs de Hill & Knowlton, donc je sais qu'il a été possible de participer au déclenchement d'une guerre. Je sais qu'il a été possible de maintenir le plus longtemps possible l'industrie du tabac acceptable. Et c'est vrai que ça existe, ça a existé et ça existera. Pour autant, je suis aussi très heureux de voir comment ma profession, à l'échelle française et à l'échelle internationale, s'est engagée dans la défense d'une information fiable, utile et sincère, participe à travers l'enseignement, à travers les réflexions entre praticiens, à faire en sorte que tout ça soit maintenu. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la création d'un conseil de l'ordre. J'y serais pas opposé personnellement, c'est-à-dire que de la même manière que la PRCA au Royaume-Uni a pu exclure Bell Pottinger de ses rangs, avec le fameux scandale du Gupta Gate, je pense que ce sera une bonne chose, que si nous avions connaissance de pratiques répréhensibles, la profession puisse faire le ménage dans ses rangs. Peut-être que l'occasion m'est donnée de rappeler la production de travail qui est faite par les professionnels des relations publiques pour lutter contre ces mauvaises pratiques et l'énoncé régulier de principes qui encadrent nos pratiques. Alors, je sais qu'il ne suffit pas d'avoir des codes, des chartes et d'énoncer des principes pour que tout le monde les respecte, mais quand même, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de remettre régulièrement à l'agenda
la question éthique, le respect de la loi, le respect des lois. La communication dans la sphère numérique n'échappe pas à la réglementation. On n'est pas dans un vide juridique. Les lois qui existent sont opérantes et quels que soient les sujets, le droit pénal peut frapper. C'est bien que ça se fasse si besoin était. Typiquement, là, tout récemment, l'ICO a proposé une nouvelle déclaration, alors dite déclaration d'Helsinki, avec une dizaine de principes, et typiquement l'astroturfing en fait partie comme une des pratiques dans lesquelles on ne doit pas s'engager, de la même manière qu'on doit être conscient de l'importance des réseaux sociaux dans les manœuvres de manipulation, qu'on doit être absolument conscient que s'engager dans la création ou la diffusion de fausses nouvelles et donc de mauvaises pratiques est répréhensible. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Cette dénonciation, on l'entend, on la prend en compte et ça doit être un garde-fou pour nous. Les technologies évoluent, les pratiques évoluent. En conséquence, évidemment, on fait de plus en plus appel au digital dans les pratiques de relations publiques, c'est une évidence. Pour autant, on a, je crois, le souci de faire en sorte que toutes ces pratiques soient encadrées. Nous, en France, on travaille régulièrement sur des chartes, y compris une charte influenceur, qui est la dernière en date. La PRCA a mis en place un conseil d'éthique dont je suis le membre français pour représenter donc mes pairs professionnels français des RP. Nous lançons des études auprès des professionnels partout pour essayer de voir quel est le niveau d'application des standards éthiques, où on en est de l'éthique, quelle est la sensibilisation que les professionnels en ont. L'idée, c'est de faire vraiment rayonner cette volonté-là à l'échelle la plus large possible et faire en sorte qu'en effet, on ait très régulièrement à cœur de regarder ça de près. Pour information, le mois de septembre a été posé comme le mois de l'éthique. Et chaque année, on publie sur les réseaux sociaux et on échange dans des manifestations sur l'importance de l'éthique. L'éthique est à l'agenda, même si effectivement on n'arrivera jamais à limiter les mauvaises pratiques, et si les technologies permettront toujours plus vite que nous d'aller dans le mauvais sens, on doit clairement se prémunir contre ça. Selon moi, c'est la condition de la pratique durable de relations publiques digne de ce nom. Et moi, vraiment, je voudrais incarner aujourd'hui cette position vraiment partagée par mes confrères de ce que le risque pour une agence qui veut s'inscrire dans la durée d'opter pour de mauvaises pratiques est tellement grand qu'il est très peu probable que nous le fassions. Certains, encore une fois, peuvent le faire, et tout à l'heure, Nicolas Van der Biest en citait ou laissait entendre qu'effectivement certains ont des départements ou des capacités. C'est vraiment pas du tout le reflet de la réalité du marché français. Bon, j'en reste là parce que c'est presque un coup de gueule que j'ai envie de pousser. Très régulièrement, des pratiques déviantes remettent en cause la validité, la légitimité, la respectabilité des relations publiques. C'est exaspérant parce que, d'après moi, ce travail de SAP, cette manipulation consciente des masses, pour reprendre l'expression de Bernays, n'est certes pas, quand c'est pratiqué de manière non éthique, l'avenir souhaitable de la pratique des relations publiques telles que nous les envisageons, encore une fois. Voilà. Donc, je veux répondre à vos questions et effectivement, peut-être assumer cette pratique RP telle que nous la concevons et la déployons en nous mettant vraiment, en nous inscrivant en faux par rapport à ce qui se développe et qui, encore une fois, ne doit pas s'apparenter, ne devrait pas s'apparenter
aux relations publiques. L'influence, oui, ce n'est pas forcément, encore une fois, le synonyme exact de relations publiques. Voilà, je vous remercie et vraiment, bon, c'est plus encore une fois un coup de gueule qu'une réelle contribution à vos débats, mais ça me paraît important autant qu'on peut et à chaque fois que possible de faire un petit peu le distinguo entre des pratiques de relations publiques telles que nous les concevons et puis tout ce qui arrive et qui vraiment nous désole parce que ça remet sans cesse en cause tous les efforts que nous faisons pour positionner les pratiques de la manière la plus éthique qui soit. Merci Stéphane Billet pour cette intervention qui a beaucoup parlé d'éthique et des démarches qui sont entreprises pour effectivement limiter l'impact des techniques négatives. On a une question donc, dans le chat, je vais la relayer. Quelles sont les règles légales contraignantes auxquelles sont soumis les professionnels des RP? Alors, aucune en tant que telle, mais toutes du point de vue de la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on est conseil et prestataire pour des entreprises et que nous ferions des choses non éthiques, alors nous serions évidemment concernés par l'application de la loi, que ce soit la loi les lois, l'arsenal juridique qui protège la vie privée, les informations confidentielles, les atteintes à la réputation, au dénigrement, etc. Moi-même, dans ma vie professionnelle, j'ai été amené à être entendu par un officier de police judiciaire pour une action de dénigrement à laquelle j'avais été associé. J'avais heureusement pris la peine de ne pas faire moi-même la démarche qui m'était demandée par mon client et qui finalement avait décidé de faire de son côté avec mes fichiers son opération de dénigrement. Il n'empêche que oui, j'ai bien été entendu en tant que conseil par la police et je pense que si on avait pu me faire porter la responsabilité, j'aurais été poursuivi. Donc on n'a rien de spécifique, je dirais, encore une fois, on n'a pas de conseil de l'ordre, où nous-mêmes, on pourrait faire une forme d'autorégulation et de travail sur notre profession, mais on est soumis à la loi. On a un commentaire intéressant dans le chat. Donc, après le marketing responsable, on peut parler d'astrostrofing éthique. J'aime beaucoup ça parce que ça me renvoie à mon oxymore natif, les relations publiques éthiques. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui. Alors, l'astroturfing, bon, la dénomination même rend difficile le fait de qualifier l'astroturfing de responsable, dans le sens où si l'idée c'est de faire pousser de la fausse pelouse, ça va être compliqué de la faire prendre pour de vraies campagnes grassroots. Mais le fait est, et Nicolas le montrait tout à l'heure, oui, si on veut regarder l'influence avec un œil, je dirais, un peu cynique, alors toute démarche d'influence est une démarche qu'on peut qualifier d'astroturfing ou de black PR. Oui, en effet, je le disais tout à l'heure, faire l'agenda, montrer que des tendances émergent, créer des phénomènes d'engouement pour telle ou telle chose, c'est la finalité même des relations publiques. Et effectivement, tous les mouvements de société qui ont pu être jugés acceptables à un moment ou à un autre ont bien été poussés par des gens comme nous. Donc oui, en effet, on est responsable de tout ça, mais j'ai envie de penser que la pratique éthique est possible et que c'est notre responsabilité à nous individuellement de refuser de pratiquer ça. J'ai envie de dire, on m'a parfois demandé d'avoir des démarches non éthiques et j'ai à chaque fois refusé de le faire. Bon, voilà, c'est une question de pratique professionnelle. C'est difficile de répondre à la question parce qu'en effet, ça renvoie vraiment à une éthique et à une manière d'envisager le business dans le long terme en tant qu'opérateur de marché. Est-ce qu'on a intérêt à vendre ça? Pour ceux qui veulent vivre dans l'ombre et avoir ce genre de pratique, ma foi, je pense qu'on n'arrivera jamais
à supprimer complètement ces manifestations que nous réprouvons en tant que professionnels. Ok, merci. On a une autre question. Camille, tu veux prendre la parole? Oui, pardon, merci. J'ai deux petites questions. Est-ce que déjà, vous pourriez définir ce que vous mettez derrière Black RP? Parce que ça n'a pas été très clair pour moi. Non, je ne l'ai pas précisé. Ok, donc ça serait le premier point. Et le deuxième point, c'est que moi, j'ai fait de la com d'influence il y a longtemps, en tant que consultant, je l'enseigne depuis pas mal d'années. Et moi, de manière assez cynique, j'ai toujours tendance à dire, Pierre Dac, hein, l'esthétique, c'est l'éthique, c'est l'esthétique du dedans, pardon. Chacun la sienne. Et en fait, il y a des règles légales et puis il y a des questions éthiques. Cet après-midi, j'ai donné un cours de relations publiques et médias sociaux, là, et je me demande, est-ce qu'au final, la seule éthique, c'est pas l'efficacité et ne pas dépasser la loi? Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit en ligne, on parle là bon, vous pourrez définir après de Black RP, mais si on s'intéresse juste à de la communication classique, les leviers affectifs, émotionnels, tout ce qui est utilisé pour faire réagir, en fait, c'est le point de vue de l'éthique. Mais moi, je finis un gros projet là-dessus, et entre une ONG et une entreprise purement commerciale, on est à des années-lumière. Et eux nous répondent toujours, oui, mais en fait, nous, on respecte les règles des plateformes, premier point. Après, il y a les lois. Et puis après, oui, on est dans la loi, et puis bon, on a le discours sur les valeurs, le classique. Mais voilà, donc mon premier point, c'est définir ce que vous mettez derrière ça. Et puis, au final, est-ce que c'est pas de l'éthique washing, on va dire ça comme ça, de dire oui, la profession a des valeurs, mais à la limite, les valeurs, c'est le client. La profession, elle est là pour être performante, bien sûr, en respectant la loi, ça c'est le minimum, mais au-delà de ça, est-ce que c'est pas un peu juste voilà, je sais pas, un argument plus commercial que réaliste? Alors, ce qu'on va qualifier de black ou dark PR ou de relations publiques négatives, c'est en fait le fait d'être du mauvais côté de la force, si je puis dire, et donc effectivement utiliser la puissance des relations publiques dans tous les leviers d'action qui sont les nôtres, à des fins de dénigrement, à des fins de déstabilisation malhonnête, cachée, manipulatoire. Donc c'est compliqué parce qu'effectivement, il n'y a pas une manière unique d'appréhender cela. Et effectivement, vous citez les ONG se battent à armes égales avec les grands lobbies et avec les entreprises. En fait, les techniques des relations publiques sont très faciles d'accès au final. Donc c'est pas très compliqué. Ce qui va faire la différence, malgré tout quand même, et désolé, c'est l'éthique, c'est-à-dire la manière dont chacun professionnellement applique son socle de valeurs et va se trouver en conformité avec ce qu'on pourrait qualifier de comportement moral dans le respect de la loi. L'efficacité, elle est effectivement ce qu'on doit aux clients, mais elle est aussi, je dirais, dans un souci de durabilité, de pérennité de nos activités, elle est aussi dans le fait qu'on ne prenne pas de risques, en tout cas pour la plupart des professionnels que je connais, on ne prenne pas de risques à s'engager dans des comportements qui se retourneraient contre nos propres intérêts. C'est une vision un peu libérale, hein. C'est là-dessus que finalement les relations publiques se sont développées dans un contexte de libéralisme américain où on considère que faire le mal, ça va finir par vous faire du mal un jour ou l'autre, et que donc c'est à vos risques et périls. J'ai envie de dire que ce qui va nous retenir, à défaut d'avoir des valeurs morales en tant qu'individus pratiquant les relations publiques, c'est effectivement la crainte d'être rattrapé
et de voir son activité, sa réputation entachée. Encore une fois, soit on en fait son positionnement et on devient une officine de déstabilisation, et là, après tout, on sait pourquoi vous êtes là et on sait pourquoi on vient vous voir, soit vous êtes un opérateur de marché qui cherche un respect et une pérennité, et là, on n'a vraiment pas intérêt à faire des dark PR, défini comme étant effectivement l'utilisation des relations publiques à des fins de dénigrement, à des fins de déstabilisation malhonnête. Le fait, j'ai un exemple ancien, mais le fait de suggérer des questions à poser à un concurrent, est-ce que c'est des black PR? Non. Est-ce que c'est très éthique? La question se pose. Est-ce que c'est là la limite de l'éthique par rapport au fait de donner ou de créer des fake news ou de créer des mouvements faux, bâtis de toutes pièces? Voilà, donc je pense que dans la gradation qui va de je suis efficace parce que je vais savoir comment faire bouger les lignes à j'ai une pratique qui est manifestement malhonnête, je pense qu'on devrait être capable de faire le distinguo sans trop de difficultés. Et effectivement, je vois dans le chat que l'astroturfing doit être démystifié. Je pense qu'en effet, c'est par l'enseignement que tout ça passe. Moi, je suis très attaché à ce que, dès le plus jeune âge, les professionnels qui arrivent sur les marchés aient été formés aux bonnes pratiques à travers des écoles, à travers l'université, à travers des professionnels qui viennent leur enseigner non seulement la bonne pratique, mais aussi leur apprennent à décoder, à décrypter, à comprendre les mécanismes pour choisir quoi en faire. Encore une fois, les relations publiques, c'est comme une voiture qui roule vite. C'est le conducteur qui est responsable, ce n'est pas la voiture. Bon, voilà. En tout cas, vraiment, le point important, c'est que toute la profession est réellement vent debout contre ces pratiques manipulatoires et qu'on ne les assume pas, on ne les endosse pas, on ne les cautionne pas. Et que tout ce qui est fait d'un point de vue professionnel, au sens où nous réunissons, nous travaillons, nous faisons rayonner la validité de notre existence sur le marché, et va dans le sens de ce travail-là, d'être un contributeur aux enjeux de société. Pour ma part, là, je suis en train de relancer une activité, un groupe de travail au sein du syndicat qui nous rapprochera des médias pour essayer de travailler avec eux sur justement l'authentification des sources, la manière dont on va pouvoir, typiquement grâce à la blockchain, authentifier l'émission de communiqués de presse ou de supports d'information qui émanent de tel ou tel émetteur. Et là, c'est un sujet où effectivement, on a du pain sur la planche, mais on veut vraiment s'y attaquer. Le travail avec les réseaux sociaux et les opérateurs du web est beaucoup plus compliqué. Et pour l'instant, c'est plutôt les publicitaires qui s'y collent. Mais clairement, il va bien falloir, nous aussi, qu'on y vienne. Donc, on est en retard, et je suis conscient qu'on est en retard. Mais en tout cas, la direction de ces pratiques-là n'est pas celle qu'on va prendre. Merci Stéphane. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questions. On va en prendre une dernière parce qu'on est un petit peu en retard. Karine, je te laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Je voulais juste faire une petite extension du sujet, j'allais dire, à un niveau un peu plus géopolitique. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe au Burkina Faso pour le moment. Donc, il y a depuis plusieurs années, le pays est vraiment victime d'attaques terroristes très, 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 très graves. Et pour le moment, il y a une forme de menace
je ne vais pas dire de coup d'État, mais le président, le régime en place est décrié de tous les côtés. Et il y a eu énormément de manifestations. Alors, au début, les manifestations, évidemment, réclamaient le départ du président et du régime en place. Et petit à petit, par un mouvement orchestré ou pas, les réclamations se sont détournées vers un sentiment anti-français, qui est déjà latent, évidemment, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique francophone. Et donc, là, la question peut vraiment être posée sur le bien fondé de ce détournement, on va dire, qui à un moment, voilà, maintenant, la population qui souffre déjà assez est divisée entre ceux qui veulent le départ du président et ceux qui reportent le problème sur les militaires français qui sont déjà décriés dans la région. Enfin, tout le monde se pose un peu la question. Voilà, c'était juste une intervention très, très courte, juste pour montrer que le sujet de l'astroturfing, en fait, dépasse vraiment le cercle de l'entreprise et peut vraiment être appliqué à des sujets géopolitiques qui touchent l'équilibre géopolitique et l'équilibre de toute une région, voire de tout un continent, en l'occurrence le continent africain. Voilà, c'est juste une petite contribution en passant. Merci beaucoup. Et vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, cette dimension hors des frontières est certainement pour nous, en tant que praticiens, une menace dans le sens où les fameuses officines dont je parlais peuvent être effectivement basées hors des frontières de manière à agir avec alors déjà une portée large et en plus, en effet, une capacité d'agir ou de mal agir renforcée dans le sens où moi j'ai parlé au nom des entreprises françaises de relations publiques qui sont effectivement qui sont sur le territoire avec les lois du territoire et avec des enjeux économiques liés à leur marché. C'est sûr qu'on peut tout à fait imaginer aller chercher de manière délocalisée des gens qui font ça. Enfin, les fameuses usines à troll et tout ça, ils sont effectivement pas basés sur le territoire national. Donc oui, on trouvera toujours effectivement une dimension transnationale qui peut être un vrai problème pour nous, ça c'est sûr. Merci pour ces interventions. On va donner la parole alors s'il y a encore quelques échanges, ils peuvent toujours continuer un petit peu sur le chat. Il y a eu des demandes de bibliographie et on a demandé à nos intervenants de nous faire un petit résumé en quelques